Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, oh rien que d'être heureux. Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. C'est chouette d'avoir deux amoureux. Enfin, ça dépend parce que pour Emeline, c'est une nouvelle de Musset que je vais vous lire tout de suite. C'est compliqué parce qu'elle est déjà mariée et elle est amoureuse d'un autre. Et c'est donc un amour impossible. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Voilà. Eh bien, je vais tout de suite commencer cette nouvelle. Je vais en lire plusieurs. Je commence donc par Emeline. Vous vous souvenez sans doute, madame, du mariage de mademoiselle Duval. Quoiqu'on en ait parlé qu'un jour à Paris, comme on y parle de tout, ce fut un événement dans un certain monde. Si ma mémoire est bonne, c'était en 1825. Mademoiselle Duval sortait du couvent à 18 ans, avec 80 000 livres de rente. Monsieur de Marsan, qui l'épousa, n'avait que son titre et quelques espérances d'arriver un jour à la pairie, après la mort de son oncle, espérance que la Révolution de Juillet a détruite. Du reste, point de fortune et d'assez grand désordre de jeunesse. Il quitta, dit-on, le 3e étage d'une maison garnie pour conduire mademoiselle Duval à Saint-Roch et rentrer avec elle dans un des plus beaux hôtels du faubourg Saint-Honoré. Cette étrange alliance, faite en apparence à la légère, donna lieu à 1000 interprétations, dont pas une ne fut vraie, parce que pas une n'était simple, et qu'on voulut trouver à toute force une cause extraordinaire à un fait inusité. Quelques détails nécessaires pour expliquer les choses vous donneront en même temps une idée de notre héroïne. Après avoir été l'enfant le plus turbulent, studieux, maladif et entêté qu'il y eut au monde, Emeline était devenue, à 15 ans, une jeune fille au teint blanc et rose, grande, élancée et d'un caractère indépendant. Elle avait l'humeur d'une égalité incomparable et une grande insouciance, ne montrant de volonté qu'en ce qui touchait son cœur. Elle ne connaissait aucune contrainte. Toujours seule dans son cabinet, elle n'avait guère pour le travail d'autres règles que son bon plaisir. Sa mère, qui la connaissait et savait l'aimer, avait exigé pour elle cette liberté dans laquelle il y avait quelque compensation au manque de direction. Car un goût naturel de l'étude et l'ardeur de l'intelligence sont les meilleurs maîtres pour les esprits bien nés. Il entrait autant de sérieux que de gaieté dans celui d'Emeline, mais son âge rendait cette dernière qualité plus saillante. Avec beaucoup de penchant à la réflexion, elle coupait court aux plus graves méditations par une plaisanterie et dès lors n'envisageait plus que le côté comique de son sujet. On l'entendait rire aux éclats toute seule, et il lui arrivait au couvent de réveiller sa voisine au milieu de la nuit par sa gaieté bruyante. Son imagination très flexible paraissait susceptible d'une teinte d'enthousiasme. Elle passait ses journées à dessiner ou à écrire. Si un air de son goût lui venait en tête, elle quittait tout aussitôt pour se mettre au piano et se jouer 100 fois l'air favori dans tous les tons. Elle était discrète et nullement confiante, n'avait point d'épanchement d'amitié, une sorte de pudeur s'opposant en elle à l'expansion parlée de ses sentiments. Elle aimait à résoudre d'elle-même les petits problèmes qui, dans ce monde, s'offrent à chaque pas. Elle se donnait ainsi des plaisirs assez étranges que, certes, les gens qui l'entouraient ne soupçonnaient pas. Mais sa curiosité avait toujours pour borne un certain respect d'elle-même. En voici un exemple, entre autres. Elle étudiait toute la journée dans une salle où se trouvait une grande bibliothèque vitrée contenant 3000 volumes environ. La clé était à la serrure, mais Emeline avait promis de ne point y toucher. Elle garda toujours scrupuleusement sa promesse et il y avait mérite dans cette conduite car elle avait la rage de tout apprendre.
Ce qui n'était pas défendu, c'était de dévorer les livres des yeux. Aussi en savait-elle tous les titres par cœur. Elle parcourait successivement tous les rayons et pour atteindre les plus élevés, plantait une chaise sur la table. Les yeux fermés, elle eût mis la main sur le volume qu'on lui aurait demandé. Elle affectionnait les auteurs par les titres de leurs ouvrages et de cette façon, elle a eu de terribles mécomptes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dans cette salle était une petite table près d'une grande croisée qui dominait une cour assez sombre. L'exclamation d'un ami de sa mère fit apercevoir Emmeline de la tristesse de sa chambre. Elle n'avait jamais ressenti l'influence des objets extérieurs sur son humeur. Les gens qui attachent de l'importance à ce qui compose le bien-être matériel étaient classés par elle dans une catégorie de maniaques. Toujours nu-tête, les cheveux en désordre, narguant le vent, le soleil, jamais plus contente que lorsqu'elle rentrait mouillée par la pluie, elle se livrait à la campagne à tous les exercices violents, comme si là eût été toute sa vie. 7 ou 8 lieues à cheval, au galop, était un jeu pour elle. À pied, elle défiait tout le monde, elle courait, grimpait aux arbres, et si on ne marchait pas sur les parapets plutôt que sur les quais, si on ne descendait pas les escaliers sur leurs rampes, elle pensait que c'était par respect humain. Par-dessus tout, elle aimait chez sa mère à s'échapper seule, à regarder dans la campagne et ne voir personne. Ce goût d'enfant pour la solitude et le plaisir qu'elle prenait à sortir par des temps affreux tenait, disait-elle, à ce qu'elle était sûre qu'alors on ne viendrait pas la chercher en se promenant. Toujours entraînée par cette bizarre idée, à ses risques et périls, elle se mettait dans un bateau en pleine eau et sortait ainsi du parc que la rivière traversait, sans se demander où elle aborderait. Comment lui laissait-on courir tant de dangers ? Je ne me chargeais pas de vous l'expliquer. Au milieu de ces folies, Emmeline était railleuse. Elle avait un oncle tout rond, avec un rire bête, excellent homme. Elle lui avait persuadé que de figure et d'esprit, elle était tout son portrait. Et cela avec des raisons à faire rire un mort. De là, le digne oncle avait conçu pour sa nièce une tendresse sans bornes. Elle jouait avec lui comme avec un enfant, lui sautait au cou quand il arrivait, lui grimpait sur les épaules et jusqu'à quel âge ? C'est ce que je ne vous dirai pas non plus. Le plus grand amusement de la petite espiègle était de faire faire à ce personnage, assez grave du reste, des lectures à haute voix. C'était difficile, attendu qu'il trouvait que les livres n'avaient aucun sens. Et cela s'expliquait par sa façon de ponctuer. Il respirait au milieu des phrases, n'ayant pour guide que la mesure de son souffle. Vous jugez quel galimatias est l'enfant de rire à se pâmer. Je suis obligée d'ajouter qu'au théâtre, elle en faisait autant pendant les tragédies, mais qu'elle trouvait quelquefois moyen d'être émue aux comédies les plus gaies. Pardonnez, madame, ces détails puérils qui, après tout, ne peignent qu'un enfant gâté. Il faut que vous compreniez qu'un pareil caractère devait plus tard agir à sa façon et non à celle de tout le monde. À 16 ans, l'oncle en question, allant en Suisse, emmena Emmeline. À l'aspect des montagnes, on crut qu'elle perdait la raison. Tant ses transports de joie parurent vifs, elle criait, s'élançait de la calèche. Il fallait qu'elle allât plonger son petit visage dans les sources qui s'échappaient des roches. Dans les sourds, elle voulait gravir des pics ou descendre jusqu'au torrent dans les précipices. Elle ramassait des pierres, arrachait la mousse. Entrée un jour dans un chalet, elle n'en voulut plus sortir. Il fallut presque l'enlever de force et lorsqu'elle fut remontée en voiture, elle cria en pleurant aux paysans « Ah, mes amis, vous me laissez partir !» Nulle trace de coquetterie n'avait encore paru en elle lorsqu'elle entra dans le monde. Est-ce un mal de se trouver lancée dans la vie sans grande maxime en portefeuille ? Je ne sais. D'autre part, n'arrive-t-il pas souvent de tomber dans un danger en voulant l'éviter ?
témoins ces pauvres personnes auxquelles on a fait de si terribles peintures de l'amour qu'elles entrent dans un salon, les cordes du cœur tendues par la crainte, et qu'au plus léger soupir elles résonnent comme des harpes. Quant à l'amour, Emmeline était encore fort ignorante sur ce sujet. Elle avait lu quelques romans où elle avait choisi une collection de ce qu'elle nommait des niaiseries sentimentales, chapitres qu'elle traitait volontiers d'une façon divertissante. Elle s'était promis de vivre uniquement en spectateur, sans nul souci de sa tournure, de sa figure, ni de son esprit. Devait-elle aller au bal? Elle posait sur sa tête une fleur sans s'inquiéter de l'effet de sa coiffure, endossait une robe de gaze comme un costume de chasse et sans se mirer les 3/4 du temps, partait joyeuse. Vous sentez qu'avec sa fortune, car même du vivant de sa mère, sa dot était considérable, on lui proposait tous les jours des parties. Elle ne refusait aucun sans examen, mais ces examens successifs n'étaient pour elle que l'occasion d'une galerie de caricatures. Elle toisait les gens de la tête aux pieds avec plus d'assurance qu'on en a ordinairement à son âge, puis le soir, enfermée avec ses bonnes amies, elle leur donnait une représentation de l'entrevue du matin. Son talent naturel pour l'imitation rendait cette scène d'un comique achevé. Celui-là avait l'air embarrassé, celui-ci était fat, l'un parlait du nez, l'autre saluait de travers. Tenant à la main le chapeau de son oncle, elle entrait, s'asseyait, causait de la pluie et du beau temps comme à une première visite, en venait peu à peu à effleurer la question matrimoniale et quittant brusquement son rôle, éclatait de rire, réponse décisive qu'on pouvait porter à ses prétendants. Un jour arriva cependant où elle se trouva devant son miroir, arrangeant ses fleurs avec un peu plus d'art que de coutume. Elle était ce jour-là d'un grand dîner, et sa femme de chambre lui avait mis une robe neuve qui ne lui parut pas de bon goût. Un vieil air d'opéra avec lequel on l'avait bercée lui revint en tête. Aux amants, lorsqu'on cherche à plaire, on est bien près de s'enflammer. L'application qu'elle se fit de ces paroles la plongea tout à coup dans un émoi singulier. Elle demeura rêveuse tout le soir, et pour la première fois on la trouva triste. Monsieur de Marsan arrivait alors de Strasbourg, où était son régiment. C'était un des plus beaux hommes qu'on pût voir, avec cet air fier et un peu violent que vous lui connaissez. Je ne sais si elle était du dîner, où avait paru la robe neuve, mais il fut prié pour une partie de chasse chez Madame Duval, qui avait une fort belle terre près de Fontainebleau. Emmeline était de cette partie. Au moment d'entrer dans le bois, le bruit du corps fit emporter le cheval qu'elle montait. Habituée aux caprices de l'animal, elle voulut l'en punir après l'avoir calmé. Un coup de cravache donné trop vivement faillit lui coûter la vie. Le cheval ombrageux se jeta à travers champs et il entraînait à un ravin profond la cavalière imprudente. Quand monsieur de Marsan, qui avait mis pied à terre, courut l'arrêter, mais le choc le renversa et il eut le bras cassé. Le caractère d'Emmeline à dater de ce jour parut entièrement changé. À sa gaieté succéda un air de distraction étrange. Madame Duval étant morte peu de temps après, la terre fut vendue et on prétendit qu'à la maison du faubourg Saint-Honoré, la petite Duval soulevait régulièrement sa jalousie à l'heure où un beau garçon à cheval passait allant aux Champs-Élysées. Quoi qu'il en soit, un an après, Emmeline déclara à sa famille ses intentions que rien ne put ébranler. Je n'ai pas besoin de vous parler du haro et de tout le tapage qu'on fit pour la convaincre. Après 6 mois de résistance au opiniâtre, malgré tout ce qu'on put dire et faire, il fallut céder à la demoiselle et la faire comtesse de Marsan. Le mariage fait, la gaieté revint. Ce fut un spectacle assez curieux de voir une femme redevenir enfant après ses noces. Il semblait que la vie d'Emmeline eût été suspendue par son amour. Dès qu'il fut satisfait, elle reprit son cours comme un ruisseau arrêté un instant.
Ce n'était plus maintenant dans la chambrette obscure que se passaient les enfantillages journaliers, c'était à l'hôtel de Marsan comme dans les salons les plus graves, et vous imaginez quels effets ils y produisent. Le comte, sérieux et parfois sombre, gêné peut-être par sa position nouvelle, promenait assez tristement sa jeune femme qui riait de tout sans songer à rien. On s'étonna d'abord, on murmura ensuite, enfin on s'y fit, comme à toute chose. La réputation de M. de Marsan n'était pas celle d'un homme à marier, mais elle était très bonne pour un mari. D'ailleurs, eût-on voulu être plus sévère, il n'était personne que n'eût désarmé la bienveillante gaieté d'Emmeline. L'oncle Duval avait eu soin d'annoncer que le contrat du côté de la fortune ne mettait pas sa nièce à la merci d'un maître. Le monde se contenta de cette confidence qu'on voulait bien lui faire, et pour ce qui avait précédé et amené le mariage, on en parla comme d'un caprice dont les bavards firent un roman. On se demandait pourtant tout bas quelle qualité extraordinaire avait pu séduire une riche héritière et la déterminer à ce coup de tête. Les gens que le hasard a maltraités ne se figurent pas aisément qu'on dispose ainsi de 2 millions sans quelque motif surnaturel. Ils ne savent pas que, si la plupart des hommes tiennent avant tout à la richesse, une jeune fille ne se doute quelquefois pas de ce que c'est que l'argent, surtout lorsqu'elle est née avec et qu'elle n'a pas vu son père le gagner. C'était précisément l'histoire d'Emmeline. Elle avait épousé M. de Marsan uniquement parce qu'il lui avait plu et qu'elle n'avait ni père ni mère pour la contrarier. Mais quant à la différence de fortune, elle n'y avait seulement pas pensé. M. de Marsan l'avait séduite par les qualités extérieures qui annoncent l'homme, la beauté et la force. Il avait fait devant elle et pour elle la seule action qui eût fait battre le cœur de la jeune fille, et comme une gaieté habituelle s'allie quelquefois à une disposition romanesque, ce cœur sans expérience s'était exalté. Aussi, la folle comtesse aimait-elle son mari à l'excès. Rien n'était beau pour elle que lui. Et, quand elle lui donnait le bras, rien ne valait la peine qu'elle tournât la tête. Pendant les 4 premières années après le mariage, on les vit très peu l'un et l'autre. Si ils avaient loué une maison de campagne au bord de la Seine, près de Melun. Il y a dans cet endroit 2 ou 3 villages qui s'appellent le Mail, et comme apparemment la maison est bâtie à la place d'un ancien moulin, on l'appelle le moulin de Mail. C'est une habitation charmante, on y jouit d'une vue délicieuse. Une grande terrasse plantée de tilleuls domine la rive gauche du fleuve et on descend du parc au bord de l'eau par une colline de verdure. Derrière la maison est une basse-cour d'une propreté et d'une élégance singulière qui forme à elle seule un grand bâtiment au milieu duquel est une faisanderie. Un parc immense entoure la maison et va rejoindre le bois de la Rochette. Vous connaissez ce bois, madame? Vous souvenez-vous de l'allée des soupirs? Je n'ai jamais su d'où lui vient ce nom, mais j'ai toujours trouvé qu'elle le mérite. Lorsque le soleil donne sur l'étroite Charmille et qu'en s'y promenant seul au frais pendant la chaleur de midi, on voit cette longue galerie s'étendre à mesure qu'on avance, on est inquiet et charmé de se trouver seul. Et la rêverie vous prend malgré vous. Emmeline n'aimait pas cette allée. Elle la trouvait sentimentale et ses railleries du couvent lui revenaient quand on en parlait. La basse cour, en revanche, faisait ses délices. Elle y passait 2 ou 3 heures par jour avec les enfants du fermier. J'ai peur que mon héroïne ne vous semble niaise si je vous dis que, lorsqu'on venait la voir, on la trouvait quelquefois sur une meule, remuant une énorme fourche et les cheveux entremêlés de foin. Mais elle sautait à terre comme un oiseau, et avant que vous n'eussiez le temps de voir l'enfant gâté, la comtesse était près de vous et vous faisait les honneurs de chez elle avec une grâce qui fait tout pardonner. Si elle n'était pas à la basse-cour, il fallait alors, pour la rencontrer, gagner au fond du parc un petit tertre vert au milieu des rochers. C'était un vrai désert d'enfants, comme celui de Rousseau à Ermenonville.
3 cailloux et une bruyère. Là, assise à l'ombre, elle chantait à haute voix en lisant les oraisons funèbres de Bossuet. Ou tout autre ouvrage aussi grave. Si là encore vous ne la trouviez pas, elle courait à cheval dans la vigne, forçant quelques rosses de la ferme à sauter les fossés et les échaliers, et se divertissant toute seule aux dépens de la pauvre bête avec un imperturbable sang-froid. Si vous ne la voyez ni à la vigne, ni au désert, ni à la basse-cour, elle était probablement devant son piano. Déchiffrant une partition nouvelle, la tête en avant, les yeux animés et les mains tremblantes, la lecture de la musique l'occupait tout entière et elle palpitait d'espérance en pensant qu'elle allait découvrir un air, une phrase de son goût. Mais si le piano était muet, comme le reste, vous aperceviez alors la maîtresse de maison assise ou plutôt accroupie sur un coussin au coin de la cheminée et tissonnant, la pincette à la main. Ses yeux distraits cherchent dans les veines du marbre des figures, des animaux, des paysages, 1000 aliments de rêverie, et perdue dans cette contemplation, elle se brûle le bout du pied avec sa pincette rougie au feu. Voilà de vraies folies, allez-vous dire. Ce n'est pas un roman que je fais, madame, et vous vous en apercevrez bien. Comme, malgré ses folies, elle avait de l'esprit, il se trouva que, sans qu'elle y pensât, il s'était formé au bout de quelque temps un cercle de gens d'esprit autour d'elle. Monsieur de Marsan, en 1829, fut obligé d'aller en Allemagne pour une affaire de succession qui ne lui rapporta rien. Il ne voulut point emmener sa femme et la confia à la marquise d'Henry. Sa tante, qui vint loger au moulin de Maille, madame d'Henry était d'humeur mondaine. Elle avait été belle au beau jour de l'Empire. Et elle marchait avec une dignité folâtre, comme si elle eût entraîné sa robe à queue. Un vieil éventail à paillettes, qui ne la quittait pas, lui servait à se cacher à demi lorsque se permettait un propos grivois, qui lui échappait volontiers, mais la décence restait toujours à portée de sa main, et dès que l'éventail se baissait, les paupières de la dame en faisaient autant. Sa façon de voir et de parler étonna d'abord Emmeline, à un point qu'on ne peut se figurer, car, avec son étourderie, madame de Marsan était restée d'une innocence rare. Les récits plaisants de la tante, la manière dont celle-ci envisageait le mariage, ses demi-sourires en parlant des autres, ses « hélas » en parlant d'elle-même, tout cela rendait Emmeline tantôt sérieuse et stupéfaite, tantôt folle de plaisir, comme la lecture d'un conte de fées. Quand la vieille dame vit l'allée des soupirs, il va sans dire qu'elle l'aima beaucoup. La nièce y vint par complaisance. Ce fut là qu'à travers un déluge de sornettes, Emmeline entrevit le fond des choses, ce qui veut dire en bon français la façon de vivre des Parisiens. Elles se promenaient seules, toutes deux, un matin, et gagnaient en causant le bois de la Rochette. Madame d'Henry essayait vainement de faire raconter à la comtesse l'histoire de ses amours. Elle la questionnait de 100 manières sur ce qui se passait à Paris pendant l'année mystérieuse où monsieur de Marsan faisait sa cour à mademoiselle Duval. Elle lui demandait en riant s'il y avait eu quelque rendez-vous, un baiser pris avant le contrat, enfin, comment la passion était venue. Emmeline, sur ce sujet, a été muette toute sa vie. Je me trompe peut-être, mais je crois que la raison de ce silence, c'est qu'elle ne peut parler de rien sans en plaisanter, et qu'elle ne veut pas plaisanter là-dessus. Bref, la douairière, voyant sa peine perdue, changea de thèse et demanda si après 4 ans de mariage, cet amour étrange vivait encore. « Comme il vivait au premier jour, répondit Emmeline, et comme il vivra à mon dernier jour. » Madame d'Henry, à cette parole, s'arrêta et baisa majestueusement sa nièce sur le front. « Chère enfant, dit-elle, tu mérites d'être heureuse et le bonheur est fait, à coup sûr pour l'homme qui est aimé de toi. » Après cette phrase prononcée d'un ton emphatique, elle se redressa tout d'une pièce et ajouta en minaudant. « Je croyais que monsieur de Sorgues te faisait les yeux doux. »
Monsieur de Sorgues était un jeune homme à la mode, grand amateur de chasse et de chevaux, qui venait souvent au moulin de Maille, plutôt pour le comte que pour sa femme. Il était cependant assez vrai qu'il avait fait les yeux doux à la comtesse, car quel homme désœuvré à 12 lieues de Paris ne regarde une jolie femme quand il la rencontre? Emmeline ne s'était jamais guère occupée de lui, sinon pour veiller à ce qu'il ne manquât de rien chez elle. Il lui était indifférent, mais l'observation de sa tante le lui fit secrètement haïr malgré elle. Le hasard voulut qu'en rentrant du bois, elle vit précisément dans la cour une voiture qu'elle reconnut pour celle de monsieur de Sorgues. Il se présenta un instant après, témoignant le regret d'arriver trop tard de la campagne, où il avait passé l'été, et de ne plus trouver monsieur de Marsan. Soit étonnamment, soit répugnance, Emmeline ne put cacher quelque émotion en le voyant. Elle rougit, et il s'en aperçut. Comme monsieur de Sorgues était abonné à l'opéra et qu'il avait entretenu 2 ou 3 figurantes à 100 écus par mois, il se croyait homme à bonne fortune et obligé d'en soutenir le rôle. En allant dîner, il voulut savoir jusqu'à quel point il avait ébloui et serra la main de madame de Marsan. Elle frissonna de la tête aux pieds tant l'impression lui fut nouvelle. Il n'en fallait pas tant pour rendre un fat ivre d'orgueil. Il fut décidé par la tante 1 mois durant que monsieur de Sorgues était l'adorateur. C'était un sujet intarissable, d'antiques fadaises et de mots à double entente qu'Emmeline supportait avec peine, mais auxquels son bon naturel la forçait de se plier. Dire par quel motif la vieille marquise trouvait l'adorateur aimable, par quel autre motif il lui plaisait moins, c'est malheureusement, ou heureusement, une chose impossible à écrire et impossible à deviner. Mais on peut aisément supposer l'effet que produisaient sur Emmeline de pareilles idées, accompagnées, bien entendu, d'exemples tirés de l'histoire moderne et de tous les principes des gens bien élevés qui font l'amour comme des maîtres de danse. Je crois que c'est dans un livre aussi dangereux que les liaisons dont parle son titre que se trouve une remarque dont on ne connaît pas assez la profondeur. Rien ne corrompt plus vite une jeune femme, y est-il dit, que de croire corrompus ceux qu'elle doit respecter. Les propos de madame d'Henry éveillaient dans l'âme de sa nièce un sentiment d'une autre nature. Qui suis-je donc, se disait-elle, si le monde est ainsi? La pensée de son mari absent la tourmentait. Elle aurait voulu le trouver près d'elle. Lorsqu'elle rêvait au coin du feu, elle eût du moins pu le consulter, lui demander la vérité. Il devait la savoir puisqu'il était homme, et elle sentait que la vérité dite par cette bouche ne pouvait pas être à craindre. Elle prit le parti d'écrire à monsieur de Marsan et de se plaindre de sa tante. Sa lettre était faite et cachetée, et elle se disposait à l'envoyer quand, par une bizarrerie de son caractère, elle la jeta au feu en riant. « Je suis bien sotte de m'inquiéter, se dit-elle avec sa gaieté habituelle. Ne voilà-t-il pas un beau monsieur pour me faire peur avec ses yeux doux ?» Monsieur de Sorgues entrait au moment même. Apparemment que, pendant sa route, il avait pris des résolutions extrêmes. Le fait est qu'il ferma brusquement la porte et, s'approchant d'Emmeline sans lui dire un mot, il la saisit et l'embrassa. Elle resta muette d'étonnement et, pour toute réponse, tira sa sonnette. Monsieur de Sorgues, en sa qualité d'homme à bonne fortune, comprit aussitôt et se sauva. Il écrivit le soir même une grande lettre à la comtesse et on ne le revit plus au moulin de Maille. Voilà, je continuerai donc la prochaine fois cette lecture d'Emmeline de Musset, car nous en sommes au chapitre 3. Ce sera pour la prochaine fois. Bonne nuit à tous.